Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail, les profondes transformations qu'il est en train de vivre et bien sûr les effets de la pandémie. Nous allons parler aujourd'hui des services des soins. L'économie des soins est en pleine croissance car les besoins de garde d'enfants ou de soins à personnes âgées augmentent un peu partout dans le monde. Elle est donc susceptible de créer un grand nombre d'emplois dans les années à venir. Mais les services à la personne sont souvent peu, voire non rémunérés, et ne bénéficient d'aucune prestation ou d'avantages sociaux. Il faut donc changer les choses. L'OIT vient de publier à ce sujet un rapport dans lequel elle affirme qu'un investissement accru dans les soins pourrait créer près de 300 millions d'emplois. Alors, nous allons parler de tout ceci aujourd'hui avec Laura Adati, spécialiste de l'OIT en protection de la maternité et des politiques familiales. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle, merci. Alors, les personnes qui assurent les soins font un travail difficile, parfois très difficile, et qui est souvent mal payé. Leurs compétences ne sont pas reconnues. Nous avons besoin de plus de personnel soignant, mais comment faire pour faire que cette filière soit plus attrayante, en particulier pour les jeunes, par exemple? Les emplois de soins rémunérés ne sont pas valorisés selon les qualifications, les efforts et les conditions de travail, parce qu'en fait, ils sont perçus comme une prolongation du travail de soins non rémunéré, que pour la plupart est réalisé par des femmes partout dans le monde. La pandémie nous a fait prendre conscience du caractère vital du travail de soins pour la résilience et le fonctionnement, mais aussi le bien-être des familles, mais aussi des entreprises et des économies. Ce travail est vital et c'est pour cela que le rapport appelle à une action urgente pour promouvoir les investissements dans les politiques de soins pour effectivement pallier aux écarts que le rapport présente en matière de politique de soins. Effectivement, il n'y aura pas de reprise centrée sur l'humain, ni un monde de travail plus égalitaire sans une transformation radicale de la façon d'organiser le travail de soins rémunéré et non rémunéré. Alors, ces investissements dont vous nous parlez exigent que les gouvernements pensent sur le long terme, ce qui n'est pas toujours évident. Et ils doivent aussi tenir en compte le fait que nos sociétés vieillissent de plus en plus vite. Nous allons avoir de plus en plus de personnes âgées en pourcentage de population. Nous allons avoir besoin de plus en plus de services de longue durée pour les personnes âgées qui vont vivre de plus en plus longtemps. Alors, comment pouvons-nous nous préparer pour l'avenir ? Les services de soins de longue durée, comme vous l'avez dit, sont essentiels pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées. Et ils doivent comprendre une palette de soins et de services, soit de santé, mais aussi des services qui sont fournis par des travailleurs de l'économie du soin, qui soient bien payés, qui soient bien formés, et dans le cadre de soins résidentiels, services de jour communautaires, mais aussi soins à domicile. Et cela est important pour garantir le droit de vieillir en bonne santé et dans la dignité pour les personnes âgées, mais aussi le droit à une vie indépendante aux personnes handicapées. Cependant, le rapport montre que ces services restent inaccessibles ou inadéquats pour la grande majorité des personnes qui en ont besoin. Ce qui expose aussi ces personnes, mais aussi leurs familles, à la pauvreté et aussi aux difficultés financières. Par exemple, le rapport montre que seulement 89 pays prévoient dans leur législation des services publics de soins de longue durée pour les personnes âgées et seulement 29
d'entre eux prévoient que ce service soit un droit universel. Donc, qu'est-ce qu'on préconise? On préconise la reconnaissance dans la loi d'un droit à des services de longue durée de bonne qualité, et aussi des investissements adéquats dans ce secteur pour que tous les besoins sont couverts. Et ce qui est vraiment urgent est de mettre en place en fait un continuum de politique de congés pour soins et de services de soins qui couvre tout le cycle de vie pour répondre aux différents besoins de soins et que cela en fait répond aux besoins de sécurité de revenus des familles qui permettent aux femmes de maintenir leur participation à l'emploi, mais aussi d'éviter qu'elles tombent dans la pauvreté. Alors justement, parlons du cycle de vie, puisque là nous avons parlé donc plutôt de fin de cycle, parlons de début de cycle, parlons de congés de maternité et de paternité, de protection de la maternité et de la paternité. Pas tous les pays ne donnent des congés de maternité, mais très peu de pays donnent des congés de paternité. Beaucoup d'hommes ne prennent pas ces congés. Alors pourquoi? Le rapport montre qu'il y a eu des progrès dans ce domaine, une évolution positive effectivement et la reconnaissance croissante des droits et des responsabilités des hommes en matière de soins. On trouve qu'au niveau mondial, 115 pays offrent un droit de congé de paternité et cela représente 33 nouveaux pays qui l'ont fait depuis 2011. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'hommes qui n'ont pas accès à ce congé. 2 tiers, en fait, des pères potentiels que nous définissons comme les hommes âgés entre 15 et 49 ans, soit 1,26 milliard d'hommes vivent dans des pays où le congé paternité est inexistant. Aussi, lorsqu'il existe, le congé de paternité est beaucoup plus court que le congé de maternité, soit une moyenne mondiale de 9 jours. Si on le compare à la moyenne mondiale du congé maternité, qui est de 18 semaines, nous notons en fait ce qu'on appelle un écart de genre dans les congés qui est très important parce que les femmes ont tendance d'être pénalisées. Oui, c'est-à-dire que elles sont pénalisées parce que, professionnellement, normalement la maternité arrive à un âge où, elles peuvent être professionnellement, elles peuvent avoir plus d'opportunités et en plus, en ce qui concerne, la répartition des tâches, c'est toujours, aux femmes qu'incombe plus la tâche de garde des enfants et on l'a vu quand même, Voilà. justement pendant la pandémie où les femmes, d'un seul coup, se sont retrouvées à la maison et finalement, on fait plus les tâches ménagères et les tâches de garde d'enfants que les hommes, même si nous parlons de couples jeunes. Alors, justement, comment pouvons-nous parvenir à un monde de travail plus égalitaire en matière de garde d'enfants où les tâches se répartissent un petit peu mieux entre hommes et femmes? C'est là est très important. Je voulais aussi répondre au fait que effectivement le congé paternité est pas très utilisé, parce que, en raison de la faible rémunération, mais aussi des normes de genre qui pénalisent les pères, qui prend des congés, qui prend du temps pour s'occuper, des enfants ou d'autres personnes indépendantes. Donc la formulation des politiques est fondamentale pour garantir la participation des pères et des hommes en général dans les soins. En ce qui concerne la garde des enfants, effectivement, pour la première, les services de garde d'enfants, fournir des services de garde d'enfants, un droit universel à des services de garde des enfants qui soient de bonne qualité et accessible est fondamentale et présente de nombreux avantages que le rapport présente. Il favorise le développement de l'enfant, il crée des emplois et réduisent le travail de soins non rémunéré des parents, en favorisant l'emploi et les revenus des femmes tout au long de la vie.
Et pour la première fois, le rapport examine les lois relatives aux services de garde d'enfants et des soins de longue durée. Et on trouve que seulement 57 pays sur 178 disposent d'une offre légale d'écoles préprimaires pour les enfants âgés de 0 à 2 ans. Et seulement 21 pays, dans 21 pays, ce droit est considéré comme un droit universel. Et donc, cela signifie que l'accès à des services de garde d'enfants gratuits et abordables n'est possible que pour seulement un parent potentiel sur 10 dans le monde. Cela doit changer, effectivement. On voit quand même qu'avoir pour une femme des enfants, c'est toujours, un peu pénalisant, surtout pour les femmes qui n'ont pas les moyens, c'est pénalisant économiquement, ça peut être pénalisant, professionnellement et même si ça fait des années qu'on parle de ce sujet, il n'y a toujours pas de solution, idéale en ce moment. On est loin de ça. Effectivement, il y a plus, à faire, au niveau des politiques de soins. Et ce que le rapport, préconise effectivement, de remplir ce déficit global dans les politiques de garde des enfants, à partir effectivement de la grossesse, donc avec une protection de la maternité, universelle pour toutes les femmes, et spécialement celles qui sont dans des emplois précaires, qui sont dans l'économie informelle, qui sont indépendantes. Et le rapport met un accent sur effectivement toutes ces catégories d'emplois qui sont mises à l'écart des lois et aussi de l'application des lois et ont pas accès à ces protections juridiques. Donc, nous voyons par exemple que le droit à l'allaitement est pas garanti parce que quand le monde du travail est pas adapté pour permettre que les femmes reprennent le travail et puissent continuer d'allaiter leurs enfants, mais aussi donnant espace aux pères pour appuyer l'allaitement à travers un rôle actif dans cette pratique de santé. Effectivement, nous voyons que soit les enfants sont pénalisés, soit les parents souffrent pour pas pouvoir garantir les soins adéquats à leurs enfants. Voilà, pour parfois pouvoir être à la fois professionnel et parent. C'est hélas un débat et un inconvénient qu'ils doivent gérer tous les jours. Alors justement, si on a besoin de plus de travailleurs de soins à la personne et que l'on doit valoriser leur travail, non seulement économiquement, mais aussi leur offrir les protections légales existence, les droits aux congés payés, les droits justement quand ils n'ont pas de travail. Alors comment peut-on faire justement pour faire que les protections légales existantes soient plus efficaces et concernent ces travailleurs des soins à la personne? Comme prévu, par exemple, par la déclaration du centenaire de l'OIT, mais aussi l'appel mondial à l'action en vue de la reprise centrée sur l'humain, mais aussi récemment par le rapport du secrétaire général des Nations Unies dans notre programme commun. Il faut vraiment des investissements de grande échelle dans l'économie de soins de façon urgente. Il existe en fait un argumentaire d'investissement très solide présenté dans le rapport pour promouvoir un congé égalitaire entre les sexes, des services universels de garde d'enfants et des services de longue durée. Nous estimons que jusqu'à presque 300 millions d'emplois pourraient être créés d'ici 2035 grâce à un investissement annuel de 5,4 milliards de dollars, soit 4,2% du PIB annuel total. Et une partie de ces coûts pourrait être compensée par une augmentation aussi des recettes fiscales provenant
des revenus et des emplois supplémentaires créés. Donc il y a vraiment un argumentaire fort pour mettre le paquet sur les services à la personne. Et effectivement, nous sommes, comme aussi le secrétaire général des Nations Unies l'a dit, à un tournant historique, et il faut opter pour un scénario transformateur, un scénario, comme on dit, de rupture, avec des investissements de large échelle pour la prise en charge, en fait, de ceux qui ont besoin de soins et aussi de ceux qui s'en occupent. Et c'est important que tout le monde s'engage dans cette démarche à travers des dialogues nationaux avec les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives, mais aussi de ceux et celles qui reçoivent et fournissent des soins. C'est essentiel qu'ils soient vraiment à la table de la prise de décision, que leur voix soit écoutée pour pouvoir vraiment transformer la façon dans laquelle l'économie des soins est organisée. Oui, absolument. C'est un débat auquel nous ne pourrons pas échapper et en ce moment, c'est plutôt les familles qui font face, toutes seules, dans ce genre de avec ce genre de problème et c'est quelque chose qu'il faudra résoudre et c'est donc un vaste chantier, que les gouvernements, devront dans lequel les gouvernements devront investir. Écoutez, merci beaucoup, Laura, pour, ce point de vue, sur la situation actuelle. Nous avons donc parlé avec Laura Adati, spécialiste de l'OIT en protection de la maternité et des politiques familiales. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.